Et c'est ça que j'essaye vraiment de transmettre comme message. Surtout, devenez actrice. Prenez votre ménopause en main. Embrassez-la en quelque sorte pour vraiment que vous en soyez la dessinatrice. Dessinez votre vie pour les années qui suivent. Mais quand on est dans la tornade, c'est compliqué, hein. Dans la tornade des symptômes qui arrivent et qui vous submergent. Mais complètement. Mais bien souvent, personne ne vous le dit. C'est ça le problème. C'est quand on est dans ce moment-là, on ne sait pas vers qui aller et puis personne nous le dit. Enfin, la baisse de la libido, ça je l'ai carrément, connu et vraiment aucun intérêt pour la chose, comme on disait à l'époque. Ça passait complètement au-dessus. Je me disais déjà, il faut que j'arrive, moi, à me ressentir un peu plus en confiance dans mon corps. Puis les choses se sont réglées naturellement. La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez, venez. C'est parti. Bonjour Isabelle. Bonjour Aude. Je suis ravie de te rencontrer en vrai. Merci, moi aussi, vraiment. Puisque on avait échangé au téléphone avant l'été et puis maintenant à la rentrée également. Tu es coach yoga ménopause. C'est ça. Et je t'ai rencontré sur Instagram puisque tu as un compte sur lequel tu parles de tes formations. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment... Aujourd'hui, tu as quel âge ? Alors, aujourd'hui, j'ai 58 ans. Ouais. Voilà, donc bien dans ma peau. Bien dans ta J'ai peau. pas de problème. C'est de savoir comment t'en es arrivée à en faire ton métier. J'imagine que c'était pas ton métier avant la ménopause. Ah non, moi, j'ai fait 36 000 choses avant. Et comment je suis venue, en fait, à m'intéresser autant à la ménopause, c'est quand je l'ai traversée moi-même. Donc, il y a une dizaine d'années où j'étais en pré-ménopause. J'ai senti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais je ne savais pas vraiment quoi. Et c'est lorsque je suis allée voir ma gynécologue, elle m'a annoncé qu'effectivement, j'étais en pré-ménopause. Et elle m'a dit, si vous supportez pas les symptômes, sachez qu'il y a des traitements de substitution. Et là, je l'ai regardée avec des grands yeux parce que je ne comprenais pas du tout ce qu'elle était en train de me dire. Pré-ménopause, traitement, enfin. Et je suis sortie du cabinet rapidement. Et là, je me suis dit, mais je comprends rien à ce qui m'arrive, en fait. Donc, pour moi, la ménopause, c'était arrêt des règles et bouffée de chaleur. Ça s'arrêtait à ça. C'était ce que tu en connaissais. C'est exactement ce que j'en connaissais. Tu avais quel âge ? J'avais 48 ans. Ouais. Oui, 47, 48. Donc, ça a commencé un petit peu à me travailler. J'avais jamais eu l'occasion d'en parler autour de moi, ni dans ma famille, parce que non pas que je pense pas que c'était un sujet tabou, mais ça n'est jamais venu sur la table. Et puis après, j'ai perdu ma maman, donc je pouvais plus en parler. Et puis, mes amis, on n'en parlait pas non plus. Et ensuite, donc quand ma gynéco m'a parlé de ça, de traitement hormonal, je savais même pas ce qu'était une hormone. C'est à ce moment-là que j'ai commencé, en fait, à chercher un petit peu par moi-même et à essayer de comprendre ce qu'était cette fameuse ménopause. Et voilà. Et ça a démarré de là, de cette curiosité. Et puis en plus, à l'époque, on n'en parlait vraiment pas. Il y avait rien sur très peu de choses sur les réseaux. Peu de livres, donc il n'y avait pas beaucoup de littérature autour de la ménopause. Toi, tu vivais où à ce moment-là ? Dans le sud-ouest. J'habite toujours dans le sud-ouest. Et voilà, j'habite la campagne. Donc c'est vrai que c'est pas non plus propice pour échanger. Non pas que y ait moins d'informations, mais l'accès à l'information est parfois plus difficile. Et donc tout naturellement, je m'y suis beaucoup intéressée. J'ai commencé alors par des choses tout à fait différentes. J'ai commencé par la naturopathie, par l'aromathérapie. Après, j'ai essayé de comprendre ce qu'étaient les hormones. J'ai essayé de comprendre... Tu veux dire que face aux premiers symptômes que tu as ressentis, donc des bouffées de chaleur et des règles irrégulières au début, c'est ça ? Oui. Tu t'es dit, je vais commencer par des compléments alimentaires. Alors, j'ai pas commencé à prendre quelque chose. En fait, j'ai commencé à m'intéresser au sujet et j'ai essayé de comprendre comment marchait le corps humain d'une manière un peu plus approfondie. Parce que j'étais professeure de yoga. Enfin, je venais juste, en fait, de devenir professeure de yoga.
Et donc dans notre formation, on a quand même voilà des cours spécifiques sur le corps humain. Et là, j'ai voulu en savoir un peu plus physiologiquement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de notre vie. Mais je suis arrivée par des chemins un petit peu détournés ou peut-être pas, on va dire, axés complètement ménopause, puisque voilà, je me suis intéressée à quelque chose un peu global. Et après, oui, après, donc je me suis formée plus précisément en yoga hormonal et enfin en ménopause yoga, voilà, avec Petra Coveney, qui est la fondatrice et qui est une Anglaise, parce que en Angleterre, ils sont beaucoup plus en avance que nous sur le sujet. Et j'ai suivi cette formation qui était passionnante parce que c'est une formation qu'on appelle holistique, c'est pas seulement du yoga, il y a de la méditation, il y a de la respiration, il y a des conseils en alimentation, il y a de l'écriture, il y a du mindset, c'est toute une immense boîte à outils avec plein de ressources à l'intérieur. Donc pour nous aider à traverser ce passage, mais même aussi en post-ménopause. C'est pas parce qu'on est en post-ménopause qu'il se passe plus rien. Ouais, tu me reparleras de ça après, ça m'intéresse que tu m'expliques. Mais avant, pour revenir sur ce début de ménopause, donc 48 ans, tu comprends rien à ce que t'explique ta gynécologue? Non. Elle te propose des traitements hormonaux, ça te tente pas apparemment? Elle m'a dit si je ne pouvais pas supporter les symptômes, mais pour moi, je savais même pas quels étaient ces symptômes. Je les ai découverts petit à petit. Et j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. Donc, j'ai eu beaucoup de symptômes physiques. Ouais. Prise de poids, sueur nocturne, maux de tête. Enfin, j'ai vraiment eu une belle panoplie. Mais ce qui m'a le plus chamboulée, c'est les symptômes émotionnels. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me reconnaissais plus du tout. C'est-à-dire que je suis d'une humeur plutôt calme. Je suis pas du tout soupolée. Je vais pas monter dans les tours. Et puis, non, je suis vraiment quelqu'un d'assez posé. Et là, pas du tout. Alors là, mais si on me disait la moindre chose, mais parfois c'était complètement anodin, mais c'était moi qui prenais la phrase de manière excessive. Et là, je pouvais mais monter dans les tours. Et je me rappelle d'une anecdote où j'étais avec mes 2 filles. Je raconte souvent cette anecdote parce que pour moi, ça m'a un peu traumatisée, qui était ado à l'époque. Et elles m'ont dit quelque chose qui ne m'a pas plu. Avec le recul, ça n'avait mais absolument rien de C'était quoi, dramatique. tu peux le dire? Pardon? C'était quoi? Non, je me rappelle pas, tellement c'était anodin. C'était vraiment, mais je sais pas, je l'ai très mal pris. Je me rappelle, on était dans la cuisine toutes les 3. Je suis sortie physiquement de la cuisine pour aller dehors. Et là, mais je me suis crispée, j'ai crié. Et après, je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Et après, évidemment, j'ai eu honte de mon comportement et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je supportais rien, je supportais même mon mari, je supportais plus rien. Et ça m'a beaucoup, beaucoup déstabilisée. Ça a duré combien de mois? Oh, ça a bien duré 1 année. C'était vraiment les montagnes russes émotionnelles. Donc, je pouvais descendre très bas, je pouvais être très triste, très nostalgique. Ça non plus, ça ne me ressemble pas. Et puis, je pouvais avoir des phases d'euphorie. Et puis, ces phases-là, donc, où je ne supportais rien ni personne. C'était... Ah oui, ça m'a beaucoup, beaucoup affectée, je dois dire, parce que je renvoyais une image de moi qui n'était pas celle que je connaissais. Et puis, c'était pas l'image que je voulais donner à mes filles non plus. Donc là aussi, gros travail sur moi. Donc beaucoup de travail de respiration, de méditation, de yoga. Et grâce à ça, j'ai quand même beaucoup apaisé la situation. Donc tu as utilisé de la méditation que tu pratiquais déjà en fait, probablement. Que je pratiquais déjà, mais là, je l'ai pratiqué avec beaucoup plus d'intention. Et c'est ce qui fait la richesse du yoga par rapport à toute autre forme d'activité physique. C'est quand on y met une intention dans sa pratique. Parce que le cerveau, on lui donne une information, on lui donne une impulsion. Et du coup, on va être entièrement consacré et concentré à ce qu'on est en train de faire. Et donc, j'ai beaucoup pratiqué la méditation pour me calmer et le yoga nidra aussi. Donc ça, c'est un peu c'est comme de la visualisation, voilà. D'accord.
Et ça m'a permis de lâcher, oui, de lâcher mes émotions et C'est intéressant ce que tu dis. Donc, c'est vraiment, tu pratiquais la méditation, mais en fait, sans objet véritablement. Et tout d'un coup, tu as compris le sens de la méditation. C'est vraiment à ce moment-là que ça s'est mis à t'apporter tout ce que ça devait t'apporter. C'est-à-dire que moi, en fait, par exemple, je médite pas. Mon mari, il médite, ça lui apporte énormément. Il me dit, mais oh, tu devrais te mettre à la méditation. Je dis, enfin, je sens que ce serait pour de faux, quoi. J'en ai pas aussi fondamentalement besoin que ce que tu es en train de décrire, en fait. oui, mais je comprends très bien ça. Après, c'est la pratique. C'est en fait, plus on en fait, ça, c'est comme au début, des fois, on n'a pas envie. Et je dis pas que ma motivation, elle était au top tous les jours. Je dis pas que j'ai médité tous les jours, ce serait mentir. C'est simplement que j'y mettais beaucoup d'intention. Aujourd'hui, par exemple, dans mes cours de yoga, j'allais dire lambda, que je donne en présentiel, ou les cours en ligne, donc de Hatha Yoga, pas forcément pour la ménopause, tous les mois, on a un thème, une intention. Et mes élèves me disent, mais ça donne une richesse à la pratique qu'elles n'avaient pas auparavant. Et elles ont compris des choses grâce à cette intention qu'on va mettre dans notre pratique. Et l'intention, c'est la même pour tout le monde ou chacun l'a choisi? Il y a un thème, là, c'est un thème. Tu peux donner un exemple de Oui, thème? alors là, par exemple, c'était sur l'ouverture du cœur. Alors là, ça peut parler à chacun, chacune, comment on l'interprète. Donc, il y a le cours en soi, les postures qui s'enchaînent. Il y a, j'avais proposé une mudra. Mudra, c'est la position des doigts. On appelle ça aussi yoga des mains, yoga des doigts, avec un mantra. Un mantra, c'est une phrase qu'on va justement prononcer intérieurement pour donner plus de force à sa pratique. Donc, ça peut être « j'écoute mon cœur »,« j'ouvre mon cœur aux autres », etc. Et ça permet d'être archi présent dans ce qu'on est en train de faire. On entend beaucoup parler qu'il faut être présent, d'être dans le moment présent, et puis parfois on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Ben là, en ayant une pratique intentionnelle par cette respiration, voilà, je vais guider en disant voilà, on respire, on sent le cœur qui s'ouvre, qui se gonfle de son souffle, on le propulse vers l'avant dans certaines postures, et tout d'un coup, ça donne une image, ça donne plus de force en fait à sa pratique. Donc c'est ce que j'ai fait à la ménopause. Et ensuite, c'est ce qui a été enseigné lors de ma formation de ménopause yoga. Et t'en as fait ton métier? Et j'en ai fait mon métier. Dans la foulée? Ah oui. J'avais pas envie avant parce que par exemple dans mon programme on a des lives réguliers et il y en a parfois qui me disent oh mais merci parce que j'avais plus de motivation et là ça y est, ça m'a permis de me remotiver, de me redonner envie de pratiquer, de m'occuper de moi et je comprends ça. Je comprends qu'on ait besoin d'être accompagné, d'être stimulé parce que la vie fait que on est surtout en tant que femme, hein, on a beaucoup de choses à porter sur nos épaules et du coup eh bien on pense moins à soi. Donc quand on est accompagné, ça fait du bien aussi. Ton corps aujourd'hui, tu l'acceptes? Oui, je l'accepte. Bon, alors si je suis 100% honnête, je sais que il est de bon ton de dire, et je le dis moi-même à longueur de journée, il faut apprendre à s'aimer, c'est important. Alors, mon corps, je l'accepte aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Même il y a 6-7 ans en arrière, si je veux vraiment être tout à fait honnête. Aujourd'hui, je l'accepte pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'est plutôt pas trop mal transformé, on va dire, grâce à ce que je fais aussi. J'ai pas une obsession non plus du muscle, etc. Mais comme j'ai un passif de danse, le corps avait son importance. Pourquoi tu dis un passif? Parce que j'ai fait énormément de danse. Pourquoi tu dis pas un passé? Un passif, c'est négatif. Ah pardon, oui, c'est vrai. Non, je me suis trompée de mot. Je me suis totalement trompée de mot. Un passé, exactement, de danse. Et donc, où l'image du corps est poussée à outrance, puisque dans les cours, on se regarde, on a le miroir. Voilà. Donc, j'étais quand même un peu là-dedans. Et puis, aujourd'hui, j'ai vraiment lâché. Maintenant, par respect pour moi, pour les autres, j'essaye on va dire, de me maintenir. Et puis... parce que j'aime ça aussi. J'aime sentir mon corps vivre, mais j'aime le sentir fort. Fort musculairement, fort à l'intérieur, donc en bonne santé. C'est pour ça que je parlais d'alimentation santé tout à l'heure.
Aujourd'hui, je vais me dire, voilà, si je mange un peu plus de ça parce que je sais que ça va faire du bien à mon corps, je le respecte de cette manière-là. Mais après, j'ai pas l'obsession du corps magnifique. Bon, l'été, c'est un peu plus difficile. Il y a l'épreuve du maillot de bain. Là, je me dis, ah oui, quand même. Mais voilà, mais c'est plus quelque chose qui est vraiment très, très marquant dans ma vie, non. Non, c'est bon. Tu es Non. passée au-dessus, mais il y a quand même eu un moment difficile. Oui, on va pas se mentir, hein. Est-ce que tu avais imaginé faire des soins esthétiques à ce moment-là Sur le corps, pas du tout. ou sur le visage? Sur le visage, pas du tout. Aujourd'hui, non. En fait, là aussi, j'avais interviewé sur mon podcast une médecin esthétique qui propose différents soins. Et du coup, pour pouvoir en parler, j'avais testé, Ouais. pas d'injection parce que ça, j'ai peur, tout simplement. C'était, alors comment ça s'appelle? Ah zut, je vais pas retrouver le nom. En fait, c'est un petit appareil qu'on passe sur le visage et ça fait comme un courant électrique. C'est pas douloureux, c'est pas très agréable sur le moment, c'est comme si on vous lançait des petits élastiques. Et ça a pour but de relancer son propre collagène. Donc, c'est pas quelque chose qu'on injecte, c'est un stimulateur de collagène. Donc, je me suis dit, je vais tester pour voir. Ce que j'ai fait 3 séances. Franchement, j'étais assez contente 3 mois après. Je trouvais que j'avais un peu meilleure mine. Je disais ça, en fait. C'est pas lisser les rides. Ça m'a jamais fait peur parce que ma grand-mère avait un visage assez lisse, maman aussi. Je me suis dit, bon, si j'hérite de leur gène, ça sera peut-être le cas. Mais voilà, je suis pas traumatisée par ça, plus par la qualité de la peau. Garder une peau qui soit une peau fraîche, en fait. C'est surtout ça qui me faisait peur. De devenir terne, mauvaise mine. Donc, j'ai testé. Je sais pas si je referai. Pourquoi pas? Ça, par contre, je m'interdis pas. En fait, je m'interdis rien. Après, ça, c'est vraiment chacune et vraiment, je ne porte mais aucun jugement parce que je sais que pour certaines personnes, c'est un passage qui est difficile à vivre et qu'elles ont besoin de faire des choses esthétiques. Les femmes, elles te parlent de quoi le plus? De leur vie en général, de leurs symptômes, bien évidemment, de leurs émotions, de comment elles se voient en tant que femmes, de femmes de plus de 50 ans. Pour les plus jeunes, comment elles envisagent la ménopause, comment elles se projettent dans l'avenir. C'est plus leur vie en général. On va être plus dans les émotions. Ouais, c'est vraiment ça qu'on veut réussir à calmer, dompter, maîtriser, je sais pas comment le dire. Oui, après, on est dans une société particulièrement anxiogène aujourd'hui. Sans même parler de la ménopause, on peut, à tout âge, être confronté à un stress qui va être exacerbé par une société anxiogène. Avec, hélas, toutes les informations qu'on entend, ça peut atteindre aussi psychologiquement. Donc, ça va forcément avoir un impact sur la santé mentale, sur notre système nerveux. Si on a toujours notre système nerveux sympathique qui est activé, forcément, ça va avoir des conséquences sur notre corps. Le sympathique et le parasympathique, c'est ça? Oui. On a en fait 2 systèmes nerveux. Le sympathique, c'est celui qui va nous aider en cas de danger. Donc, on est devant quelque chose, un danger quelconque, et c'est ce cerveau-là qui va s'activer, qui va faire en sorte que notre cœur va battre plus fort, que nos pupilles vont se dilater pour mieux voir, et que tout d'un coup, le corps va se raidir et on est capable de se sortir d'une situation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on active souvent ce système nerveux sympathique parce que on est dans un état de stress permanent et le cerveau, il va toujours faire le choix de nous sauver. C'est la priorité, c'est ça. C'est de nous sauver d'un danger, qu'il soit véridique ou fictif. C'est là où c'est important parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est toujours face à un danger, d'où notre stress, alors que pas du tout. Mais le cerveau, lui, il se dit, mince, il y a un danger, donc il faut que j'active tout le mécanisme du corps pour faire face à ce danger. D'où une production élevée de cortisol. Le cortisol, donc, qui est produit dans nos surrénales. Si on les épuise, les surrénales ne vont plus avoir assez d'énergie pour produire d'autres hormones, notamment des hormones qui vont nous faire du bien. Et c'est tout un enchaînement, en fait. C'est pour ça que tout au début, quand tu me demandais qu'est-ce qu'il fallait faire et que je disais, la première chose, c'est finalement calmer son stress. C'est pas ce à quoi on va penser en premier. Et pourtant, c'est comme des dominos. En fait, voilà, c'est des réactions en chaîne après si on est très stressé.
Et le côté parasympathique, c'est celui qui va venir calmer et on a vraiment besoin d'activer un petit peu plus celui-ci pour reprendre son souffle en quelque sorte. Et c'est là où le yoga aide énormément. Ouais, Le donc yoga, la respiration, la méditation. tous ces outils-là, c'est ceux que tu mets à disposition des femmes pour qu'elles puissent calmer leur stress et leur anxiété grâce aux outils du yoga. Oui. Est-ce qu'il y a des femmes qui te disent que ça suffit pas, qu'elles n'y arrivent pas? Alors, j'ai pas eu encore dans celles qui suivent mon programme. Après, je sais que effectivement, ça ne suffit pas. Dans ces cas-là, bien sûr qu'il faut en parler à son médecin. Moi, j'ai jamais utilisé le traitement hormonal de substitution. Maintenant, je n'ai rien contre a priori. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut envisager quand vraiment on a tout essayé et que non, ça suffit pas. Donc les femmes qui viennent te voir, elles prennent pas de traitement hormonal. Si elles sont chez toi, c'est qu'elles Oui, c'est n'ont ça. pas encore essayé en fait. Oui, Elles c'est font ça. pas les deux en parallèle. Non. Moi, j'ai pas eu de cas de personnes qui font les deux en parallèle. Soit c'est des femmes qui sont en préménopause et qui sont dans une démarche naturelle et encore une fois, j'ai pas de jugement sur les traitements parce que je sais que ça fonctionne très très bien pour certaines femmes et qu'elles en ont besoin. Donc il faut au moins se renseigner. C'est là où je dis aussi l'importance d'être actrice de son bien-être parce qu'il faut voir tout le panel qui vous est offert. Et après, en fonction de qui on est, de ce qui nous semble être le plus juste, eh bien, il faut tenter différentes choses. Donc, je n'ai pas d'a priori, mais c'est vrai que donc c'est soit des femmes qui sont en préménopause et qui veulent justement donc avoir tous ces outils pour soulager leurs symptômes, leur stress, etc. Et j'ai également des femmes en post-ménopause qui ont toujours des symptômes ou qui ont besoin d'un petit coup de motivation. Il faut savoir aussi qu'on ne pratique pas l'exercice physique de la même manière quand on est en post-ménopause. Il y a des choses parce qu'on va vraiment faire attention à sa masse musculaire, à sa densité osseuse. Donc, il y a des pratiques vraiment spécifiques à ça. Donc, j'ai aussi des femmes en post-ménopause avec toujours des symptômes de bouffées de chaleur ou autres, moi-même. Pourtant, j'ai les outils, mais je continue à en avoir aussi. Mais bon, aujourd'hui, beaucoup moins intense. Et puis, il y a des respirations qui existent, des respirations rafraîchissantes. Donc, quand je sens que ça monte, allez, je fais ma petite respiration rafraîchissante et puis ça fait baisser la bouffée. La température de ton corps. Oui, oui, oui. D'accord, donc tu as vraiment des techniques, tu la vois arriver, tu sais ce qu'il faut faire et du coup, ça passe plus facilement. Oui, ça passe beaucoup plus facilement. Puis bon, aujourd'hui, je sais ce que c'est, je sais que ça va passer, donc puis c'est beaucoup moins intense, surtout ça. Ouais, d'accord. Tu connais bien ce qui se passe en Angleterre et aux États-Unis? En Angleterre, beaucoup. Ouais, d'accord. C'est quoi ton regard sur ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il y a des dérives ou est-ce qu'il faudrait qu'on prenne modèle sur ce qui se passe en Angleterre pour soulager la ménopause? Alors moi, clairement, il faudrait prendre modèle. Vraiment, ma formation de ménopause yoga, donc, elle a été faite avec Petra Coveney, qui est la fondatrice de cette méthode, qui a travaillé avec des gynécos, des médecins, des nutritionnistes, des psychologues, et j'en passe. Et c'est extraordinaire, tout ce qui se passe là-bas. D'abord, il y a pléthore d'informations. Donc, si dans tes auditrices, il y a des anglophones, je vous conseille vraiment de faire des recherches, tapant ménopause, sans l'accent. Et là, vous allez tomber sur une mine d'informations. Il y a énormément de podcasts aussi sur le sujet. Il y a des magazines. Il y a aussi une clinique en ligne. Alors, eux, ils appellent ça clinique. C'est une plateforme en ligne où il y a plein de ressources autour de la ménopause. On peut prendre aussi des rendez-vous avec les gynécos, etc. Alors, bon. C'est Balance, celui oui, dont tu parles? oui. Voilà. Alors ici en France, bon, je pense pas qu'on puisse prendre quoique, et encore peut-être qu'on peut faire un suivi maintenant par Zoom ou je ne sais par quel autre biais. Mais il se passe beaucoup de choses et dans les entreprises, il y a de l'information qui circule avec des coachs, on va dire, qui viennent dans les entreprises parler au personnel, qui démystifient un peu ce qu'est la ménopause, mais qui expliquent clairement qu'on peut avoir quelques symptômes et comment aménager en fait son temps de travail facilement pour pouvoir faire face à cette étape de vie. Donc il y a énormément de choses. Il y a des femmes en France qui considèrent que si on parle de la ménopause, on va stigmatiser encore plus les femmes et que donc il faut surtout le taire. J'imagine que c'est pas du tout ton avis. Non, c'est pas mon avis, mais en même temps, on est sous ce poids-là. Hélas, je comprends parce que la femme, elle doit porter quand même beaucoup de choses et c'est comme cette analogie va peut-être sembler un peu extrême, mais on entend parfois des femmes abusées et on leur conseille, mais dis rien. Si tu te rends compte, tu vas être pointé du doigt. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? C'est absolument horrible. C'est la double peine.
Je trouve que c'est quelque chose de monstrueux. Et hélas, c'est pas qu'au cinéma, on l'entend. Donc, pour ce qui est de la ménopause, qui est quand même beaucoup moins grave, évidemment, hein, qui est un phénomène naturel, je pense qu'il faut le dire. Alors, pourquoi il y a ce côté honteux de la ménopause? C'est parce que inconsciemment, déjà, on n'est plus dans notre rôle premier de femme à procréer. Ça signe le début de la vieillesse. Dans nos sociétés occidentales, personne n'a envie de parler de la vieillesse. La vieillesse, elle n'est pas considérée. Elle n'est pas bien considérée, en tout cas. Donc, la ménopause, elle a une image assez négative par rapport à d'autres pays. En Orient, la femme sage, la femme à la ménopause et la femme sage. J'avais eu un échange avec une femme qui est médecin et qui est mexicaine et qui me disait, dans les peuples autochtones, où il y a le chamanisme qui est très présent, les femmes peuvent devenir chamanes qu'une fois ménopausées. Avant, c'est pas possible. Parce que elles ont atteint ce niveau de sagesse, de transmission. Donc, elles sont recherchées. Et en même temps, c'est aussi leur interdire de faire quelque chose plus tôt dans leur vie. C'est une discrimination à l'envers. Marquer un passage autour de la ménopause, c'est choquant dans les deux sens, que ce soit pour positiver ou pour négativer cette période de la vie. Oui, en même temps, alors, je comprends la dimension de sagesse qu'on oui. acquiert. Ah, je le vois pas tout à fait comme ça. Pour moi, c'est... Alors, peut-être aussi parce que dans le ménopause yoga, qui est un mélange de philosophie orientale et de données scientifiques occidentales, on va vraiment être connecté aux saisons. La femme, en fait, dans son ensemble, va être connectée aux saisons. Donc, par exemple, le printemps correspond à notre naissance, à notre petite enfance où tout est merveilleux, on découvre tout, c'est la grande découverte. Arrive l'été. L'été, c'est le temps de notre vie de jeune adulte où on doit construire sa vie de famille, on doit construire sa carrière. Donc, on va être dans une énergie de feu, correspond d'ailleurs en Ayurveda à Pitta, énergie de feu. Arrive l'automne pour arriver à l'hiver. Donc, je vais revenir à l'automne parce que l'hiver, ça correspond au temps de notre ménopause, donc de cette phase de vie. Mais il y aura eu l'automne. Et l'automne, c'est se lâcher prise. C'est lâcher comme les arbres à l'automne perdent leurs feuilles. Et ben nous, on va perdre aussi, dans le sens lâcher tout ce dont on n'a plus besoin. Donc, construire comme ça, d'être dans cette énergie de force qu'on a quand on est plus jeune, pour arriver doucement à l'hiver, qui est pas du tout quelque chose de triste, c'est pas du tout une fin, loin de là. C'est cette phase justement de retour sur soi, de cette force créative qui va nous servir à nous en fait. Alors, pas égoïstement, souvent c'est pour ensuite la transmettre aux autres. Puis arrive le printemps. Et c'est ça qu'on appelle le second printemps. Ce que les Chinois appellent le second printemps, c'est ce deuxième printemps, en fait. Donc moi, je le vis comme ça, comme un rite de passage, et je le vis pas comme une discrimination à l'envers. Je pense qu'il y a des passages, il y a eu la puberté, ce passage de femme à maman, et ensuite ce passage à la ménopause. Donc moi, c'est plus des passages que je vois. Est-ce qu'il y a une école pour apprendre le yoga tel que toi tu l'enseignes? Est-ce que toi-même tu commences à former d'autres femmes? Alors, je me suis formée à 2 endroits différents. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, je me suis formée dans le yoga hormonal avec une disciple de Dina Rodriguez. Et donc, ça, c'est un yoga plus dynamique. Et ensuite, je suis formée avec Petra Coveney directement, donc la fondatrice. Donc, il suffit de regarder si ça intéresse. Il suffit de taper Petra Coveney ménopause yoga et on va tomber sur son site internet. Donc, on peut se faire former par elle. Il faut au préalable être professeur de yoga. Et sinon, pour l'instant, je ne forme pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait bien de former des professeurs de yoga au ménopause yoga. Donc, s'il y a des demandes, je serais ravie de voir ça. Mais c'est un projet, oui, qui me tiendrait assez à cœur. Est-ce que tu peux décrire ton programme en détail, s'il te plaît? Alors, mon programme, donc c'est un programme qui se divise en 6 modules, qui ne veut pas dire en 6 semaines. Et en fait, c'est un programme où on va reprendre dans tous ces modules un peu ce cheminement de la ménopause. Donc, par exemple, le premier module, ça va vraiment être pour comprendre ce qui se passe. Encore une fois, dans cette optique de devenir actrice et de pas subir. Donc, je vais expliquer ce que c'est, etc. Et progressivement, le programme va amener à la fin à être dans sa... Alors oui, on entend toujours ça, la pleine puissance féminine, mais en fait, juste à redevenir soi, tout simplement,
grâce à plusieurs techniques. Donc, il y a des séances de yoga qu'on visionne quand on veut, puisque c'est en ligne. Des séances de méditation, des séances d'écriture. Donc, il y a un carnet qui suit les 6 modules. Pourquoi l'écriture fait vraiment partie intégrante du ménopause yoga pour ce temps de pause. Donc, ménopause, temps de un peu lâcher et de prendre du temps pour soi, d'avoir ce temps de réflexion. Mais parfois, on dit, bah oui, j'aimerais bien, mais qu'est-ce que je vais écrire? Je sais pas. Donc, c'est un guide, en fait, avec des questions pour essayer d'aller creuser un petit peu. Alors, c'est pas pour faire de la littérature, c'est pour soi. C'est pour vraiment voir un petit peu plus loin. Puis des fois, ça fait une petite étincelle. Donc, il y a de l'écriture, il y a des techniques de respiration vraiment propices à la ménopause. Et puis, il y a un module, c'est pour relancer la motivation quand on n'a pas le temps. Donc, sur 7 jours, on a quelque chose à faire tous les jours. Mais c'est court, c'est 10 minutes. Ça peut être une séance de yoga, une méditation. Donc voilà, tous les jours pour donc aider à relancer la machine si on a une phase un petit peu de démotivation. Il y a aussi des conseils en alimentation, donc il y a un livret de recettes de cuisine. Et puis la force, c'est surtout cet accompagnement de live qui est régulier. Vous êtes combien de femmes dans les lives? On n'est pas très nombreuses parce que c'est toujours pareil. Je propose une date, moi je peux pas, moi je peux pas, moi je peux pas. Donc parfois on va être 2, mais c'est pas grave parce que sauf si c'est quelque chose d'intime, parce que dans ces cas-là je vais pas enregistrer parce qu'il y a ça, il y a le respect de la parole. Donc il peut y avoir des échanges intimes. Et du coup, là, il y a un petit protocole dans le ménopause yoga où en quelque sorte on prête serment que ce qui sera dit ne sera pas divulgué pour qu'on puisse justement se sentir très à l'aise et en confiance pour parler. Mais sinon, ça peut être une pratique de yoga. Ça peut être, par exemple, là dernièrement, il y a une semaine, j'en ai 2 qui m'ont dit, mais je me sens fatiguée, puis j'arrive pas à bien dormir. Donc j'ai écrit un yoga nidra spécifique. Donc dans cette saison particulière, fin d'automne, début d'hiver, qui peut être un peu challengeante pour certaines. Et donc, elles ont participé. Là, du coup, je filme le live et ça sera ensuite en ressources complémentaires sur la plateforme. Et puis, il y a des expertes aussi qui ont eu la gentillesse d'accepter de faire des vidéos thèmes. Donc, c'est un accompagnement global. Donc, tu dis 6 modules, mais pas 6 semaines. Alors, combien de temps? C'est à vie. Une fois qu'on rentre dans le programme, on en profite à vie. Donc, on profite à chaque fois de choses que je peux venir ajouter. Et les lives, on peut venir quand on veut aussi et participer aux lives? Oui. Oui. Là, il y en avait tous les 15 jours. Alors, il y a un groupe Facebook. Alors, en général, je préviens et on me répond pour savoir qui sera là. Mais oui, ça se passe très naturellement. Comment les femmes te découvrent en général? On me découvre soit sur les réseaux sociaux. En général, ça commence par les réseaux sociaux. J'ai ce qu'on appelle un lead magnet, enfin un e-book qu'on peut venir télécharger. Donc, en général, elle télécharge le e-book et du coup, ça me permet d'avoir l'adresse email et ensuite, toutes les semaines, j'envoie une newsletter. Que tu écris qui est nouvelle à chaque fois? Oui, oui, j'écris toutes les semaines une newsletter, toujours évidemment en rapport avec la ménopause. Et les saisons aussi et l'actualité? Oui. D'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera justement sur ce thème de cette entrée dans l'hiver et pourquoi c'est important de ralentir, etc. Et puis parfois, juste en tapant des mots-clés dans la barre de recherche, on tombe soit sur mon podcast, soit sur mon site internet. Ok. Tu souhaiterais avoir plus de visibilité ou ça tourne comme tu veux? Oui, franchement, j'aimerais avoir beaucoup plus de visibilité, j'aimerais accompagner beaucoup plus de femmes parce que c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui et vu le retour de celles qui font partie du programme, je me dis, il faut vraiment que d'autres femmes puissent en profiter et qu'on arrive à former en fait une communauté de femmes qui pourront transmettre un message positif autour de la ménopause. Alors, comme je fais tout toute seule, c'est vrai que c'est compliqué d'être sur tous les fronts et je sais qu'il faudrait que je travaille un peu plus sur ma visibilité. Mais j'y travaille, je me fais accompagner. Mais Comment tu juges le travail des naturopathes? Est-ce que tu considères qu'ils sont des prescripteurs de ce que tu proposes? En fait, être suivi par un naturopathe, s'il est bon, ça peut être aussi un accompagnement alternatif très bon. Enfin, toi, tu apportes beaucoup de valeur aux femmes, mais comment tu te situes par rapport aux autres façons de traverser la ménopause? moi, je trouve que c'est très complémentaire. Enfin, moi, je suis dans une logique de rassemblons-nous pour proposer un maximum de choses aux femmes.
Donc, je suis pas du tout dans le cloisonnement, bien au contraire. D'ailleurs, je travaille ponctuellement avec une naturopathe qui est spécialisée dans la ménopause pour proposer justement des ateliers. Et je trouve que c'est une grande richesse que chacune puisse apporter une pierre à l'édifice. Donc, moi, au contraire, si je pouvais créer un réseau autour de la ménopause et proposer des choses en collaboration, j'en serais vraiment très, très heureuse. C'est ce que j'essaye de faire déjà avec cette naturopathe. Et si c'était possible avec d'autres, je le ferais avec plaisir. Et avec les médecins, gynécologues ou généralistes, est-ce que tu imagines qu'il y a une possibilité de travailler ensemble? Plus compliqué. C'est vrai, pourquoi? C'est plus compliqué parce que les médecins, alors je peux pas parler pour tous les médecins, mais j'ai l'impression que la médecine ne prend pas la ménopause suffisamment en compte. Il y a des médecins formidables qui se sont engouffrés dans cette spécificité de la ménopause et qui font un super travail, mais il y en a beaucoup d'autres, de ce qu'on me raconte mes amies, quand elles vont voir leur médecin, qui balayent les symptômes de la ménopause d'un revers de main. C'est, bah oui, vous avez des bouffées de chaleur, bah c'est comme ça, hein. Et puis c'est tout. Et j'ai pas l'impression qu'il y a une grande ouverture pour collaborer avec d'autres personnes qui ne font pas partie du corps médical. Contrairement à l'Angleterre, encore une fois, tout ça va s'imbriquer. Les gynécos avec des profs de yoga, chacun apporte sa connaissance et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'on aurait tellement de richesses à s'apporter les uns les autres. Alors là aussi, s'il y a des médecins qui écoutent, je serais ravie d'échanger, mais vraiment, parce que je veux pas faire une généralité. Je connais pas suffisamment de médecins, mais je ne fais que dire ce que disent mes amis. Ouais, c'est un Et de discours. mon expérience, de ma gynéco qui était ce jour-là en plus très pressée et ça a été balayé d'un revers de main quand même. Et t'es sortie de C'était là. rapide. Ouais, t'es sortie de là pas à l'aise avec. Ah bah j'avais plus de questions, donc c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui il faut consacrer un peu plus de temps aux femmes qui traversent cette période. Il faut les écouter. Toi, t'as eu tout de suite le réflexe d'aller regarder les contenus anglophones qui étaient déjà très riches à l'époque, donc ça t'a beaucoup apporté. Pas au début. Au début, non, je cherchais vraiment. C'est pour ça qu'en fait, comme je trouvais pas vraiment concrètement sur la ménopause, que je suis allée par d'autres biais. Chercher qu'est-ce qu'une hormone, pourquoi, à quoi ça sert. Du coup, ça a engendré sur le métabolisme. Qu'est-ce qu'un métabolisme? Du coup, c'est pour ça que je me suis intéressée à la naturopathie, à l'aromathérapie. J'ai essayé de trouver des outils. Moi, j'étais plutôt dans cette approche naturelle. J'essayais de trouver des outils naturels pour soulager déjà par l'alimentation, par des huiles essentielles. Voilà, donc ça a été mes premières recherches. C'est beaucoup plus tard, hein, ça fait pas si longtemps que je me suis aperçue qu'il y avait toute cette littérature anglo-saxonne et québécoise. Là, j'ai une québécoise qui est venue vers moi pour éventuellement un projet commun. Et là aussi, il y a quand même beaucoup de choses qui sont proposées. Au Canada, aux États-Unis. Donc, dans un monde idéal, ton coaching de yoga ménopause serait recommandé par un gynécologue. Oh, alléluia! Là, c'est Noël, oui. J'adorerais. Alors là, dans ma région, il y a quelques médecins qui m'envoient une patiente par-ci, par-là. Patiente pour eux, pas pour moi. On ne dit pas patient pour nous. Qui m'envoie quelqu'un, mais pour le yoga, pour le hatha yoga que je propose, mais pas pour la ménopause. Et tu leur as parlé, tu leur as expliqué concrètement ce que tu faisais? J'ai pas eu l'occasion. C'est vrai que j'ai pas pris de rendez-vous avec les médecins parce que là aussi c'est compliqué de dire je prends un rendez-vous non pas pour me faire soigner mais pour vous expliquer ce que je fais. Là c'est. Ce sera 100 € madame. Oui voilà. Voilà là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. J'ai quelqu'un dans ma famille justement qui est médecin stomatologue et qui m'a dit que c'est vrai qu'en France si tu viens pas du monde médical c'est compliqué. Chaque médecin spécialiste reste dans sa spécialité. C'est un peu, les passerelles sont compliquées. Il m'a avoué ça. Il m'a dit franchement, aller voir un médecin aujourd'hui pour raconter ce que tu fais. Il m'a dit, je sais pas si tu auras beaucoup d'écoute. Et ça vient d'un médecin. Ouais, le problème de l'écoute. Chacun est dans sa spécialité et il dit, ah, mais ce que font les autres, c'est très bien, mais ça m'intéresse pas. En fait, c'est autre chose. Et oui, que les femmes fassent du yoga, c'est formidable. Mais après, concrètement, la passerelle ne se fait pas. Non. Parce qu'aucun médecin va dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Tout le monde, ils vont dire, ah, mais c'est formidable ce qu'elle fait. Mais ça va s'arrêter là, en fait. Oui, d'abord parce que j'ai pas l'occasion vraiment d'expliquer, de pouvoir expliquer qu'est-ce que ça provoque dans le corps. Et comme ils sont médecins, forcément, ils vont piger tout de suite. Mais j'ai pas l'opportunité, en fait.
de faire ça. Donc oui, dans un monde idéal, bien évidemment, ce serait extraordinaire de pouvoir travailler avec des médecins, avec des gynécologues, avec des sages-femmes, avec des infirmières. Ce serait extraordinaire. Là, justement, dans mon programme, il y a une infirmière qui a bien voulu offrir un webinaire sur le sujet du plancher pelvien et qui parle de notre anatomie avec les vrais mots. C'est génial, quoi. Alors, les vrais mots, ça veut dire parfois du jargon qu'on comprend pas. Mais là, Non, ça a l'air d'être clair. Non, dans l'anatomie. Voilà, parler du sexe féminin, qui explique ce qui se passe, sans tabou, sans chercher. Donc, ça, c'est formidable. Moi, j'adorerais, oui, travailler avec le monde médical. Ouais, c'est ça, créer des passerelles, c'est ça qui manque aujourd'hui. Et c'est ça qu'on appelle la santé intégrative, un mot qui commence à apparaître de plus en plus, Complètement. mais qui est qu'un concept pour aujourd'hui. En France, oui, mais ça se fait beaucoup. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup déjà. Je sais pas, ou alors est-ce que les médecins pensent, dès qu'il y a des solutions alternatives, que c'est contre la médecine? Moi, je suis pas du tout contre la médecine, mais pas du tout. J'ai une grande admiration pour la médecine. D'ailleurs, ma deuxième fille, comme j'avais évoqué, qui a eu des problèmes, mais je dis mais merci, au grand merci à la médecine. Donc, il n'y a pas de compétition. Et je suis absolument pas médecin. Enfin, vraiment, moi, je suis juste professeur de yoga spécialisé dans un domaine, c'est tout. Mais je trouve que ce serait extrêmement enrichissant si on pouvait se parler. Et en ménopause yoga, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on utilise, c'est vraiment ce mélange de philosophie orientale avec l'Ayurveda, avec des notions d'Ayurveda, des notions de médecine traditionnelle chinoise, mais corroboré avec du factuel, avec des études scientifiques. Et pendant ma formation, Petra Coveney nous a longuement montré des vidéos avec des revues scientifiques, des études scientifiques à l'appui. Et moi, j'adore ça aussi. J'adore les preuves scientifiques. Donc, c'est pour ça que ce ménopause yoga me correspond autant, c'est que j'ai ces deux polarités en fait. Donc il n'y a aucune compétition. Pour moi, il faudrait qu'il y ait une complémentarité, mais pas du tout de compétition. Eh ben, je sais pas par quel bout prendre ce sujet. Je me dis que j'ai envie d'y participer moi aussi, et je sais pas comment. Mais je pense qu'il y a quelque chose à créer en France, c'est sûr. On est au début de quelque chose. Moi, je pense, oui. Je pense qu'on est au début de quelque chose. Il y a une volonté de certaines, en tout cas, qui est là. Donc, il faut réunir nos compétences, réunir nos forces, et puis toujours dans le but d'apporter du confort de vie pour les femmes. Moi, je suis très admirative des femmes, voilà, du combat des femmes. Donc c'est vrai que si je peux prendre part à quelque chose qui peut améliorer leur vie, je trouve que les femmes ont tellement de charges sur leurs épaules. Et ce, depuis toujours, en fait. On a dans l'inconscient collectif, c'est quand même très présent. Et je suis toujours meurtrie quand on empêche des petites filles d'aller à l'école et quand les femmes sont maltraitées. C'est quelque chose qui me serre, mais physiquement, le cœur. Vraiment. Donc voilà. Donc, si je peux amener ma petite pierre à l'édifice par ce biais-là, par le yoga, par montrer tous les bienfaits du yoga et accompagner, j'aurais réussi ma vie, en quelque sorte. Je te remercie beaucoup, Isabelle. On a passé un super moment ensemble. Merci à toi, Aude. Je te remercie pour ta grande compétence sur ce sujet-là. Et ça fait plaisir à entendre. Ça donne vraiment envie de découvrir ton accompagnement. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je dis tous, mais c'est surtout toutes, puisque vous êtes une grande majorité de femmes à me suivre. Si vous souhaitez poursuivre l'expérience La Fin des Règles avec moi, vous pouvez vous connecter à mon compte Instagram La Fin des Règles, ou bien me suivre sur LinkedIn. Sachez que j'ai une newsletter sur Kessel et vous pouvez également vous abonner pour suivre la newsletter. N'hésitez pas à me laisser un message sur un des réseaux pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Un grand merci, à très vite.